Là, ils vont en prendre. On y va. Ok. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, je suis Matteo Cicotti, professeur de l'SPCI, et je vous donne la bienvenue à cette nouvelle édition des conférences expérimentales qui font honneur au sens où on a décidé de profiter des conditions sanitaires pour renouveler un peu le format et pour vous amener droit au cœur du labo de l'SPCI. Spécifiquement, nous sommes ici au laboratoire de génétique de l'évolution on accueille Maxime André, maître des conférences de l'SPCI, qui va nous parler donc de la croissance des bactéries et des facteurs qui affectent cela. Donc, exactement. Merci de m'avoir invité, Mathéo. Je suis ravi de vous présenter ce qu'on fait au laboratoire. Donc, vous êtes au laboratoire génétique de l'évolution au sein de l'unité chimie, biologie, évolution, dirigée par Valérie Pichon et Jérôme Bibet. Et ici, c'est l'équipe laboratoire, donc génétique de l'évolution, et on s'intéresse aux bactéries. Et en particulier, on s'intéresse à pourquoi et comment elles s'adaptent à leur environnement. Alors pour ça, on développe des outils et on fait des recherches quantitatives sur des systèmes composés de bactéries. Alors c'est quoi une bactérie pour commencer à l'essentiel? Donc une bactérie, c'est un micro-organisme unicellulaire. Donc ça peut avoir une forme de bâtonnet, ça peut avoir des formes rondes, ça peut avoir des formes de spirale, ça a différentes formes, mais c'est une cellule qui est composée d'une paroi et d'une membrane. Parfois, il y a un petit peu plus comme enveloppe, mais bon, grosso modo, c'est une enveloppe. Et cette enveloppe contient de l'ADN, donc un chromosome qui est composé d'ADN, dans lequel est encodé le code génétique de la bactérie, c'est-à-dire les protéines qu'elle peut produire pour avoir un métabolisme, c'est-à-dire vivre en fait, manger, faire des choses. Et à côté de ce chromosome, qui est dans le cytoplasme, il n'y a pas de noyau, c'est important à noter chez les bactéries. Il y a d'autres molécules, donc par exemple des protéines. Donc là, j'en aurais représenté 3 en rouge, mais en réalité, c'est un sac de sable de protéines, une cellule bactérienne et une cellule en général. Et donc ces êtres unicellulaires vivent tranquillement sur la Terre. Elles produisent aussi des choses, donc par exemple des polymères qui peuvent être sécrétés dans l'environnement ou des petites molécules qu'elles sécrètent en contrepartie, donc de pouvoir aussi en extraire pour manger, etc. Donc c'est la forme historique en fait de la forme de la vie sur Terre. Et cette forme de vie est toujours d'actualité. On vit en fait sur un tapis de bactéries et elles sont impliquées dans à peu près tous les mécanismes biologiques qu'on connaît. Donc, je peux en donner plusieurs qui sont très importants. Par exemple, le cycle de l'azote. Sans les bactéries, il n'y aurait pas d'azote consommable par les plantes dans le sol, donc on n'aurait pas de plantes. Au niveau de la santé, on connaît leur implication, par exemple dans les maladies ou même dans des processus du type le stress, l'anxiété, parce que les bactéries du microbiote sont responsables de producteurs d'hormones qui régulent aussi un peu notre humeur dans certaines conditions. Et au niveau alimentaire aussi, elles sont ultra importantes, c'est tout ce qui est fermentation. C'est fait par des bactéries. Le yaourt, c'est les bactéries. Et aujourd'hui, dans les biotechnologies, elles sont extrêmement importantes. Par exemple, pour la production d'anticorps, c'est essentiellement des bactéries maintenant qui produisent des anticorps, des acides aminés qui sont des compléments alimentaires, et tout ce qui est production d'enzymes, donc qui sont des molécules chimiques qui permettent de catalyser des réactions chimiques de manière très efficace. Par exemple, la production de papier, c'est aujourd'hui fait avec des enzymes. La production de pâte à papier, c'est fait avec des enzymes qui sont extraites en fait des bactéries. Donc pour moi, c'est une forme de vie qui est complètement fascinante. Il y en a. C'est bon? Ouais, c'est bon, ok. C'est une forme de vie qui est fascinante. Il y en a tellement que certains chercheurs aujourd'hui appellent cette matière vivante la matière noire, parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur elle. Il y en a tellement qu'il y a énormément de choses à apprendre de ces bactéries, comment elles s'organisent. Notamment, les questions qu'on se pose, c'est les questions physiologiques, c'est comment est-ce qu'elles changent leur métabolisme à l'environnement, et aussi les questions évolutives, c'est-à-dire comment elles adaptent leur code génétique, qui est dans le chromosome, en fonction des stress qu'elles reçoivent dans leur environnement.
Donc, ici, on repart de la bactérie cellule unique. Et en fait, comment ça marche une bactérie? Si vous prenez une seule bactérie, elle va s'allonger et puis se diviser pour en former deux. Donc, c'est vraiment une multiplication exponentielle du nombre de bactéries qui s'opère. C'est une qui en donne deux. Et il n'y a pas de sexe, il n'y a pas besoin de deux bactéries pour former une bactérie. Donc, c'est vraiment une multiplication par fission. Au fur et à mesure, elles se divisent et puis elles peuvent former des microcolonies. Donc, c'est des petits paquets de bactéries comme ça. Et donc, ces microcolonies, ça peut prendre 10 micromètres, centaines de micromètres. Hein. Ça dépend du temps qu'on les laisse se diviser. Et puis, si on regarde un petit peu de plus loin, hein, ces microcolonies vont former des grosses colonies au final, qui étalées sur une surface, vont pouvoir former des petits points qui ont une taille de l'ordre de millimètres, centimètres. Ça dépend du temps qu'on les laisse se diviser. Donc, je vais vous emmener dans les salles du laboratoire pour vous montrer ce qu'on fait pour étudier les bactéries. Donc, je vais attraper mon équipement. Hop. Hop. Allons-y. Donc ici, je vous emmène dans la salle de culture qui, en gros, contient toutes nos souches de bactéries qu'on utilise au laboratoire. Elles sont stockées dans des congélateurs à moins 80 et on les incube avec des incubateurs pour notre bactérie à 28 degrés. Donc ici, c'est notre congélateur à moins 80, qui est assez conséquent. On l'utilise quotidiennement, c'est vraiment un outil pour nous très classique. Hein. C'est vraiment quelque chose de pas d'exceptionnel. Tous les laboratoires de bio en ont. Et ça, c'est des incubateurs dans lesquels on incube nos cultures. Donc je vais vous en montrer. Alors, la culture qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, vous voyez ici, c'est une zone qui est thermostatée. Ici, elle est thermostatée à 28 degrés de manière assez précise. Hein, c'est à 0,1 degré près. Et on agite, donc quand je ferme la porte, on agite les tubes pour garantir une bonne oxygénation des bactéries qu'on met dans les tubes. Alors, hop, donc voilà. Donc ça, c'est un tube qui était à la base clair. Donc, je vais vous montrer une mylliculture que j'ai utilisée. Donc à la base, la mylliculture était jaunâtre, comme ça, transparent, c'est ça l'important. Et maintenant, il est devenu tout turbide, donc tout opaque. Et en fait, c'est parce qu'il y a des bactéries qui se sont multipliées dedans, et comme c'est des petits objets, en fait, ça fait un petit peu comme un phénomène, le même phénomène que le lait. Ça rend la soupe un peu opaque. Donc ça, c'est dans ce tube-là, en fait, il y a à peu près... allez, 5-10 puissance 9, 5 milliards de bactéries par millilitre. Donc là, j'ai 5 millilitres. Donc je vais à peu près 25 milliards de bactéries dans ce tube. Donc c'est plus que la population humaine sur Terre. Parfois, c'est un peu vertigineux de réfléchir en termes de chiffres comme ça. Donc ces bactéries, je les ai laissées croître. Donc au début, j'en ai mis quelques-unes, hein, un petit millier là-dedans. Et je les ai laissées se multiplier toute la nuit. Donc ça, c'est le tube que je vous ai préparé et qu'on va utiliser. Donc c'est du tube classique, 50 millilitres. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever... je ne vais pas prélever tout de suite. Hop. Je vais vous montrer directement ce qui se passe. Alors voilà. Donc, ici, c'est un autre incubateur qui, cette fois, est statique. Donc ça, c'est aussi une condition qui est importante quand on ne veut pas mélanger les bactéries pour qu'elles gardent une structure dans leur environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange convectif très puissant comme on peut avoir dans l'incubateur. Et là, je vous ai montré une expérience. Je vous ai monté une expérience la semaine dernière. Donc ça prend du temps, les expériences de biologie. J'ai mis un tube dans cet incubateur qui est aussi à 28 degrés Celsius, dans lequel j'ai mis des bactéries. Voilà. Donc là, vous voyez, je n'ai pas exactement la même chose, c'est un peu verdâtre. J'ai à peu près la même concentration de bactéries, néanmoins. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce tube, il va se passer des choses pour les bactéries, et elles vont notamment s'adapter à leur environnement.
je vous disais, elles évoluent. Et nous, ce qu'on va essayer d'étudier au laboratoire, enfin ce qu'on étudie au laboratoire, c'est de voir comment est-ce qu'elles évoluent dans ce genre d'environnement, par exemple. Et en fait, ces méthodes de culture de bactéries en tube, ça a été inventé à la fin des années 1800 par Koch et Pasteur. Donc typiquement, la phase liquide comme ça c'était une invention de la microbiologie d'il y a 2 siècles, et c'est ce qu'on continue à faire au laboratoire ici. Une autre méthode qui a été inventée à cette époque par Robert Koch, c'est de mettre des bactéries sur des surfaces solides. Et donc ça, c'est les petits points dont je vous parlais tout à l'heure au tableau. Au départ, j'ai étalé très peu de bactéries sur cette surface. J'ai étalé très peu de bactéries sur cette surface. Et du coup, une bactérie s'est multipliée, formé des petites colonies, et au final, là, j'obtiens une grosse colonie macroscopique qui fait de l'ordre de 1 mm, qui correspond à cette bactérie. Hop. Donc, ce que je vous racontais sur ce tube, en fait, dans ce tube, il se passe plein de choses. Juste en les laissant se multiplier, dans les années 1990, et même un peu avant, on a mis en évidence qu'on était capable de voir en direct et de manière macroscopique l'évolution des bactéries individuelles. Et ça a été hyper important. Donc, par exemple, je vais vous montrer dans le tube que je vous ai préparé là, j'ai étalé sur des bactéries de ce tube. Donc, j'ai dilué pour en avoir que quelques-unes. Et je vous montre ici les colonies qui sont issues de ce tube-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les colonies ont différentes formes. Celle-là, elle est un peu ridée sur le pourtour, alors que celle-là, elle est beaucoup plus lisse. Et en fait, c'est très subtil, mais c'est hyper important. C'est un marqueur de l'évolution des bactéries. À la base, moi, ce que j'ai mis, c'est que des bactéries qui sont lisses. Le fait de les avoir laissées se multiplier pendant au moins 48 heures dans ce tube a généré des mutants qui ont été capables de faire quelque chose qui leur a permis de coloniser la population. Et ce mutant est reconnu par la forme de la microcolonie un peu ridée qu'il forme. Donc ça a été un travail très, très important dans le domaine, de voir qu'on est capable de mesurer l'évolution des bactéries avec une mesure macroscopique comme ça. Et ce qui a été également très important, et c'est pour ça que ce travail a été fait notamment dans les années 1990, c'est qu'on a pu séquencer ces colonies de bactéries pour constater qu'effectivement, dans chaque colonie, qui était de forme différente, on observait un code génétique différent, un peu différent de l'une et de l'autre. Donc, on avait bien des mutants génétiques qui apparaissaient dans cette flasque naturellement. Donc, si on laisse des bactéries se multiplier, si on laisse un organisme vivant se multiplier, il va changer et s'adapter à son environnement. Un autre mutant qu'on a observé, il y a plein de choses qui se passent dans ce tube. C'est un mutant qui, vous voyez ici, les colonies sont un peu verdâtres. Eh bien, un autre mutant, lui, n'est pas verdâtre du tout. Et donc, c'est un autre type de mutation que nous, on peut étudier de manière précise. Donc, je peux vous raconter plus là-dessus. Mais pour gagner du temps, je ne vais pas trop vous en parler. Donc, grosso modo, si vous voulez avoir des temps caractéristiques, une bactérie, ça mute assez souvent, pour E. coli qui se multiplie à peu près toutes les 20 minutes. On a pour une bactérie mise dans le tube, et si je la laisse 60 heures faire des filles, donc se multiplier, je vais à peu près avoir 20 mutants, entre 0,1 mutant et 20 mutants par bactérie que j'avais mis au départ dans le tube. Donc ça fait quand même pas mal. Donc si je mets 1000 bactéries au départ dans mon tube, je peux quand même récupérer avec 20 000 mutants dans le tube qui sont capables de faire quelque chose de différent, de coloniser la population ou des choses comme ça. Ok, voilà, ça c'est bon. Donc les questions de ces mutants, c'est comment est-ce qu'ils se fixent dans la population? Donc c'est typiquement de l'évolution. Une mutation apparaît, si elle apporte un bénéfice quelconque, quels sont les mécanismes qui vont permettre à ces mutants de coloniser la population, de prendre le dessus sur le reste de ses sœurs en l'occurrence. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ces manips, ces technologies qui ont été inventées il y a 2 siècles par Koch et Pasteur, je le disais, c'est que c'est des readouts, c'est des mesures qui peuvent être faites à l'échelle macroscopique, mais ça a plein de contraintes quand même. C'est des readouts qui sont très simples,
On peut le voir, on peut manipuler quelques tubes, mais on ne va pas en avoir beaucoup. Enfin, ça va être difficile à manipuler énormément. Ça fait quand même beaucoup de boîtes de pétri à préparer pour pouvoir observer les mutants. Donc nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est on essaie de développer et on développe des technologies qui permettent de mieux quantifier, mieux caractériser l'évolution des bactéries et pouvoir mesurer des choses directement sur des systèmes bactériens qu'on contrôle parfaitement pour mieux suivre ce qui se passe en live plutôt que de faire des readouts qui sont très puissants pour faire avancer le savoir et la connaissance des mécanismes évolutifs, mais qui sont quand même assez peu précis. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une nouvelle technologie que je développe au laboratoire et je vais vous montrer en live. Donc, on retourne dans la salle de culture. Hop. Et là, je vais pipeter avec ma pipette de précision dans un champ stérile. Donc ça, c'est un bloc opératoire en fait. Tout est stérile là-dedans pour éviter d'avoir des intrus bactériens qui viennent se mettre dans mes cultures et que je ne sache pas exactement ce que je cultive. Donc là, j'ai une pipette. Je vais prélever 1 millilitre de la culture que j'ai préparée l'année dernière, enfin qui a poussé l'année dernière. Hop. Voilà. Là, je le mets dans un autre petit tube pour le transporter au microscope. Et on va aller au microscope. Voilà. Voilà, donc ici vous êtes dans la salle de microscopie, on est retourné ici. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une technologie de lévitation acoustique. En fait, donc là, je vous ai montré que la culture de bactéries était faite en tube. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à visualiser en live ce qui se passe sur des amas de bactéries, sur une population de bactéries. Et pour ça, on utilise un microscope. Ce qui est souvent fait pour pouvoir visualiser des bactéries en live, c'est de les mettre sur un microscope, et pour pouvoir les voir sur un microscope, il faut les mettre entre lame et lamelle. Ça veut dire que les bactéries sont en contact avec une surface solide et sont maintenues par cette surface solide pour pouvoir les étudier sans qu'elles bougent en fait au niveau du microscope. Mais pour ce qui se passe en liquide, en fait, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe, puisque si on ne met pas ces surfaces, les bactéries vont bouger dans tous les sens et en fait, on va pouvoir suivre personne. Le parti que j'ai pris pour pouvoir visualiser ce qui se passe en fait dans une petite portion du liquide du tube que je vous ai montré, c'est d'immobiliser des amas de bactéries dans le champ du microscope. Et pour ça, j'utilise des forces de pression acoustique. Donc en fait, ce que je fais, c'est de faire léviter un petit agrégat de bactéries, qui va provenir de là, dans le champ du microscope, et je vais pouvoir contrôler tout son environnement chimique à façon, et étudier comment ce petit amas de bactéries qui est dans cet environnement-là va réagir. Donc notamment, je vais pouvoir étudier ses réponses physiologiques, donc comment est-ce que son métabolisme va changer en fonction des différents stress que je peux lui appliquer. Et je peux aussi, in fine, regarder s'il n'y a pas des mutants qui vont apparaître dans cet agrégat et faire quelque chose de complètement nouveau auquel on ne s'attendait pas. Et récupérer ces petits agrégats, le séquencer et voir ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est vraiment un nouvel outil de culture, beaucoup plus versatile qu'une flasque liquide, mais qui apporte autant d'informations. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je démarre l'expérience. Donc, ça c'est bien fermé. Donc là, en fait, mon piège acoustique est branché sur une puce microfluidique. Donc ici, avec l'avènement de la fibre microfluidique dans les années 2010, ça nous permet vraiment d'inventer des nouvelles technologies de culture et avoir davantage d'informations quantitatives sur ce qui se passe pour les micro-organismes, notamment les bactéries. Donc là, ce qu'on voit, c'est sous le microscope, là au niveau de la lumière verte. C'est une pièce de plastique, en fait,
qui est sous l'objectif qui est avec un petit anneau rouge. Donc ça, c'est l'objectif du microscope qui me permet de voir avec la caméra qui est derrière, là-bas. Et je filme ce qu'il y a au niveau du point vert, ce qui se passe dans cette morceau de plastique fixé sur une lame de verre. En dessous du morceau de plastique, donc en dessous de l'objectif, là on ne peut pas voir parce que c'est quand même assez encombré dessous, il y a un transducteur ultrasonique. Donc en fait, c'est une enceinte ultrason, hein, si vous voulez, assez petite, puissante, qui émet dans 2 MHz à peu près. Et le fait de mettre ce transducteur plaqué contre la puce de plastique par-dessous va créer en fait un champ d'ondes acoustiques dans la pièce de plastique. Cette pièce de plastique est creusée pour former un canal à l'intérieur. Donc, dans ce canal, je vais aller injecter des bactéries. Et le fait qu'il y ait des ondes acoustiques dans le canal, ça va générer des ondes acoustiques, par définition, c'est des ondes de pression. Et donc, ça va générer des gradients de pression dans le canal qui va venir créer des forces et localiser mon agrégat de bactéries à mi-hauteur dans mon canal contenant cette petite puce microfluidique. Donc, on y va. Alors, hop. Donc, là, je vais transférer les bactéries qui viennent de l'incubateur. Je vais pouvoir les injecter. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un software que j'ai designé, que j'ai conçu et fait, qui me permet de contrôler complètement le champ la microfluidique du système. Voilà. Donc là, je vais cliquer, je suis bien en live, et je vais me mettre au niveau de l'injection. Voilà. Allons-y. Suspense. Est-ce que ça va marcher? Open de valve. Ok, donc là on entend, peut-être que vous n'entendez pas, mais il y a le contrôleur de pression qui a activé la voie des bactéries. Donc là, ce que je suis en train de faire, dans le petit tube que je vous ai montré tout à l'heure, je suis en train de chasser les bulles d'air du circuit microfluidique vers le tube qui contient les bactéries. Donc ça me permet d'éviter les bulles d'air dans mon circuit, ce qui est ultra important. En microfluidique, la bulle d'air, en général, on essaie de l'éviter parce que ça change plein de choses. Et en particulier en acoustique, si vous avez bulle d'air dans vos canaux microfluidiques, ça change complètement les propriétés physiques du fluide et du coup, ça marche beaucoup moins bien. Donc là, on a 1 minute de purge. Voilà, donc là, on va y arriver. Voilà. Ok, donc là maintenant, la purge est finie. Je vais injecter des bactéries dans la puce microfluidique. Donc ce qu'on va normalement voir apparaître ici d'ici 2-3 minutes. Donc ce qu'on voit à l'écran ici, c'est une des jonctions qu'il y a dans la puce microfluidique. Alors, ici, vous voyez un canal par lequel vont arriver les bactéries. Donc là, je suis en train de pousser en pression dans ce canal, là. Ici, arrive un autre canal dans lequel, en fait, je peux faire rentrer du milieu de culture. Donc le milieu que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai utilisé pour faire la culture l'année dernière. Et là, j'ai encore un autre canal qui m'amène, alors là, on ne peut pas trop bien voir, mais on voit le mur ici, canal qui m'amène vers la cavité. Alors, je vais rester à cet endroit-là parce que c'est important que je vois quand est-ce que les bactéries arrivent. Voilà. Donc, voilà, on commence à voir des choses qui arrivent. C'est très tenu. Là, en fait, comment je vais visualiser les bactéries? Ces bactéries-là, on leur a inséré un gène qui leur permet de produire une protéine fluorescente. Donc ici, c'est M. Scarlett. Elle est un peu rougeâtre.
Et cette protéine est bien pratique parce que ça nous permet de voir à l'aide du microscope où sont les bactéries sans utiliser de lumière qui traverse. Donc là, en fait, on éclaire les bactéries d'un côté et on regarde du même côté si elles émettent de la lumière. Donc, tant qu'il n'y a pas de choses fluorescentes dans l'image, on voit assez peu de lumière, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien, c'est pas très bien contrasté. Et quand les bactéries vont arriver, on va voir que ça va prendre, les contrastes vont augmenter fortement et on verra une belle lame de bactéries. Ok. Donc, comme c'est en microfluidique, les fluides sont pas très rapides. Les flux sont pas très rapides, on est dans des tout petits tuyaux. Donc là, grosso modo, je crois qu'ici on est à 20. Ouais, on doit être à. Je ne sais plus exactement, je connais la hauteur. Mais là, on ne peut pas voir la hauteur. Mais je pense que là, on doit être à peu près à 200 micromètres de largeur sur ce canal-là. Donc là, c'est marrant, je regarde sur la caméra en même temps que vous. En fait, on voit ici que ça commence à être un peu plus contrasté. Donc ça, c'est les prémices du liquide qui contient les bactéries qui arrivent dans ce tuyau. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça remplisse complètement cette partie-là, qui est beaucoup plus de bactéries. Là, on est à combien? Ok. Je vais peut-être pousser un chouïa plus pour en avoir un peu plus rapidement. Alors, je suis pas content. Ouais, voilà. Là, par exemple, on n'a pas encore vu les bactéries arriver. Hop. Bon, on va pousser violemment. Voilà ce qui se passe. Donc, il y a un problème de pression ici. C'est bien celui, ça va fonctionner tranquille. Voilà. Voilà. Ok, là, ça commence à arriver. On a toujours. Ok. D'accord. Je vais pousser plus. Hop. Alors. J'ai l'impression qu'il y a une fuite d'air sur le. Voilà. Il y a une fuite d'air sur le. Ok. Donc là, vous voyez qu'on est en train de remplir gentiment la chambre, enfin la jonction. Donc là, c'est beaucoup plus constaté. Ok. Je vais encore augmenter. Là, c'est quand même violent comme. Alors, je vais vous montrer un truc assez sympa sur la microfluidique. Hop. Donc, comme tout est laminaire, là, vous voyez, il y a les bactéries qui sont fluorescentes, du milieu de culture que j'injecte par là. Donc, en fait, ça les pousse, ça me fait un fluide qui ne se mélange pas. Donc, ça part vers la poubelle. Là, il y a des bactéries. Là, il y a du milieu de culture qui est transparent.
comme tout est bien laminaire, si je pousse plus les bactéries, vous voyez que le front avance. Voilà, là j'ai juste augmenté un peu la pression au niveau des bactéries. Donc le front avance, ok. Donc c'est pour vous montrer les effets laminaires qui apparaissent dans la microfluidique. Hop, donc là on va injecter. Alors, par contre tout est parti. Pourquoi il est toujours là? On va se remettre comme ça. Voilà. Ok, bon, je vais le faire manuellement. Est-ce que je peux lâcher ça? Ce serait bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un beau front de bactéries. Et en fait, la chambre qui se trouve à gauche, là, je vais aller la remplir de bactéries. Alors, on y va. J'injecte. Hop. 500. 500. Voilà. Donc là, le front va avancer pour aller se mettre dans la cavité. C'est pas évident. Voilà. Là, on commence à voir les bords de la cavité. Là, je remplis la cavité. Et là, je vais tout arrêter. Hop. Donc ça y est, j'ai des bactéries qui sont au niveau de mon canal, enfin, qui remplissent la cavité qui est au centre de mon canal. J'ai coupé le front pour pas que ça remonte dans le tube stock, donc ça m'évite d'avoir trop de contamination de bactéries dans le milieu culture que je vais leur injecter sur toute la nuit. Donc c'est une expérience qui va durer toute la nuit au moins. Et donc là, je vais activer l'acoustique. Regardez ce qui se passe. Dès qu'on injecte des ondes de pression dans le système, on a les forces de pression qui vont agir sur les bactéries pour former des agrégats à l'endroit où... voilà, donc là on voit une belle onde. Voilà, donc à l'endroit où il y a des nœuds de pression, les bactéries vont venir s'accumuler. Voilà, donc si là je vais jouer un peu sur la fréquence, donc là j'injecte du 2 MHz dans la cavité, parce que c'est une cavité qui fait 400 micromètres d'épaisseur. Donc la fréquence des ondes stationnaires qui peuvent s'établir dans cette cavité de 400 micromètres dans l'eau, c'est du 2 MHz. Donc si je change la fréquence, regardez ce qui se passe, je change le pattern des ondes. Et donc je vais jouer avec la fréquence pour essayer de faire un agrégat bactérien pour arriver à les mettre sur... Voilà, c'est un peu fort. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, les ondes ont complètement chassé les bactéries autour. Alors, je veux qu'elles aillent au centre. Donc, ce qu'on va faire... Donc là, on voit bien en fait que les ondes acoustiques forment des forces qui dirigent les bactéries vers un endroit en fait. Et ça marche pas. Ça c'est un peu, c'est un peu state of the art à ce niveau-là parce qu'en fait les bactéries sont des objets très petits et donc en général elles répondent pas très bien aux forces acoustiques. Ça marche mieux avec des cellules eucaryotes qui sont beaucoup plus grosses par exemple. Donc là on commence à voir des amas qui se forment. On voit qu'il y a des streams là, des courants. Là par exemple on voit qu'il y a un amas qui commence à se former.
Voilà. Donc en principe, il faut attendre une quinzaine de minutes pour voir à quel niveau l'agrégat va se former tranquillement. Et en général, quand on touche aux choses, ça ne se passe pas bien. Donc il faut être patient. C'est un processus qui prend un peu de temps, mais au final, on arrive à avoir une agrégation. Donc on voit un amas qui est en train de se faire à cet endroit-là, vous voyez. Hop, ça devient beaucoup plus dense. Là, le contraste est automatique sur le software du microscope. Donc en fait, on a l'impression que le fond devient plus noir, mais c'est parce que le point ici est beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc là, on est en train de former un agrégat bactérien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite? Alors, hop, là, je vais vous montrer des enregistrements qu'on a fait. Ça, c'est ça. Non, bien sûr. Donc, ensuite, on va incuber ce cluster, cet agrégat, pendant toute une nuit à peu près. Et voir ce qu'il fait, en fait. Hein, puisqu'on ne sait pas vraiment ce que font les bactéries quand elles sont prises au piège dans des forces acoustiques, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'elles font en fait quand elles sont dans ce genre de conditions. Est-ce qu'on font des choses bizarres ou pas? Ici, par exemple, les bactéries que j'injecte, pour donner un petit peu de détails, et qui permettent de former un cluster, sont les bactéries auxquelles on a enlevé beaucoup de gènes qui leur permettent de produire de la matrice extracellulaire, donc des molécules que je vous présentais tout à l'heure au tableau. Et cette matrice leur sert à se coller les unes aux autres et à former des agrégats un peu plus consistants, qu'on appelle souvent biofilms, quand ils commencent à faire des gros tapis de bactéries. Et bien en fait, là, cet agrégat, on lui a enlevé énormément de gènes qui lui servent à faire cette matrice extracellulaire, et pourtant, il en forme quand même. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes qui lui permettent de produire d'autres types de polymères qu'on ne connaît pas encore. Donc si on incube l'agrégat pendant tout ce temps-là, si on prend des images toutes les 10 minutes, on peut voir ce genre de choses. Donc ici, l'agrégat est en train de léviter au milieu du canal, donc il ne touche pas les murs, un peu comme s'il était dans un milieu culture. Donc l'idée, c'est avec ce système-là, d'étudier de manière la plus versatile possible la réaction des bactéries à un changement d'environnement. Donc moi, ce qui m'intéresse en particulier, j'essaie de porter un projet qui va étudier la réaction des bactéries à l'injection d'antibiotiques, voir si ça va faire apparaître différents mutants. On sait que ça fait apparaître des mutants puisque Alexander Fleming l'a vu lui-même sans avoir fait de séquençage au début des années 1900, que quand on injecte des antibiotiques sur des bactéries, ça fait des mutants qui résistent. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que des traitements antibiotiques, comment les traitements antibiotiques vont faire réagir cet amas de bactéries qui ne touchent pas les murs, donc un peu comme s'il était dans un liquide. Et essayer aussi de voir si un traitement par les phages, qui est une thérapie prometteuse, la phagothérapie, peut essayer d'éradiquer, par exemple, cet agrégat. Donc ça, c'est une approche qui essaie de détruire l'agrégat, mais on pourrait aussi essayer de récupérer la matrice extracellulaire que forme l'agrégat, ou traire littéralement l'agrégat d'enzymes qu'il est en train de produire pour pouvoir l'utiliser dans des applications biotechnologiques ultérieures. Je vais revenir sur le live, peut-être qu'on va voir des choses. Voilà, là, on a un énorme agrégat qui s'est formé. Et donc, je vais pouvoir injecter un petit flux qui va venir vider. Donc, je vais vous saturer les contrastes là. Donc, on va voir que le cluster est très brillant. Et tout autour, ça, c'est les bactéries qui restaient dans la chambre. Donc, je peux me promener un petit peu avec vous. Donc là, on voit bien les bords de la chambre qui est circulaire. Voilà. Ça, c'est l'entrée qui amène des nutriments maintenant. Voilà. Et ça, c'est la sortie par laquelle sont rentrées les bactéries. Donc maintenant, on a un cluster. Et là, maintenant, je vais injecter un flux pour la nuit, pour leur apporter des nutriments et aussi
expulser toutes ces autres bactéries qui restent dans la chambre pour avoir le plus possible un agrégat qui vit sa vie sans être perturbé par d'autres bactéries qui peuvent produire des choses et auxquelles elles vont réagir. Voilà. Donc, je vais enregistrer la manip. Donc, c'est une vraie manip. Hein. Je vais l'analyser, je vais l'utiliser et j'en ai vraiment besoin pour pouvoir raconter au monde entier cette nouvelle technologie. Donc là, vous voyez, hop, on est le 17. Donc je crée les fichiers. Là, on est bien à 40 millibars. Je vérifie, c'est un peu un cockpit d'avion, ce logiciel. 10 minutes, OK. Voilà. Peut-être que je vais essayer de recentrer un peu l'agrégat. Voilà. Voilà. C'est parti pour la nuit. Suspense. Donc j'en profite, il me reste quelques minutes pour vous montrer une autre technologie qui est développée en collaboration avec une start-up de chimie biologie de l'évolution. Cette nouvelle technologie utilise la microfluidique à nouveau. C'est un peu notre spécialité vu qu'on est à côté de l'IPGG on s'appuie sur le savoir-faire qu'il y a sur la montagne Sainte-Geneviève pour développer ce genre d'outils. Là, on avait un seul agrégat qu'on va étudier de manière continue et surtout dans lequel on peut contrôler l'environnement chimique aux alentours. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce système microfluidique. Là, on a une nouvelle technologie, je vais vous montrer. Oups. Voilà. Donc, ça, c'est le prototype de la startup qu'on a beaucoup développé. On travaille notamment énormément sur l'analyse statistique des données qui en sont issues. En fait, cette technologie est basée sur la production de gouttelettes dans un tube. Donc ici, vous avez un tube, là. On peut voir déjà qu'il y a des gouttelettes à l'intérieur. Donc ça, c'est des gouttelettes qui restent dans le tube une fois qu'on a mis en marche le système. Et donc, ce qui se passe, c'est dans ce tube qui doit faire un bon mètre, on vient insérer, donc par pipetage, ici, il y a une petite tête de pipetage, là. On vient pipeter de manière séquentielle du fluide d'une plaque comme celle-ci, qui contient du liquide. Donc là, j'ai du liquide avec des bactéries à l'intérieur. Et je suis venu avec ma tête pipeter des gouttelettes que j'injecte dans le tube. Donc, je vais vous montrer ça en live. Donc ça, il y a une manip qui tourne. Là, c'est une manip dont j'ai besoin. Pareil. Hop. Donc, je vais montrer sur la caméra, ici. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les gouttelettes qui sont dans le tube en ce moment. Donc, le tube, vous voyez, il fait à peu près 1 mm de section. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des gouttes qui sont séparées par une bulle d'air, en fait. Goutte bulle d'air. L'intérêt de cette technologie, c'est vraiment qu'on peut avoir 1 millier de gouttes dans le tube. Donc, je vous disais que les inventions technologiques de Robert Koch qui nous permettent d'étudier les bactéries dans des petites flasques ou sur des boîtes de pétri, c'est très puissant, mais on ne pourrait pas étudier 1000 tubes en même temps. Ou alors, il faudra un staff incroyable, ce que dans la recherche publique, on a très rarement. Du coup, on invente ce genre de solution pour pouvoir étudier les bactéries à une échelle statistiquement significative. Donc là, on a 1000 gouttes dans le tube. Et, donc là, je vais arrêter la caméra. On mesure au cours du temps la quantité de bactéries qu'il y a dans chaque goutte. Donc, ça nous permet d'avoir un readout, une mesure quantitative de ce qui se passe dans chaque gouttelette. Et chaque gouttelette, évidemment, on peut les préparer d'une manière spécifique pour voir si cette manière dont on l'a préparée va influencer la croissance des bactéries. Donc, par exemple, si je mettais un mutant que j'ai un peu identifié grâce à des manips précédentes dans une population de bactéries, je pourrais, sur ces 1000 gouttes-là, voir
comment ce mutant, quelle est la probabilité que ce mutant colonise la population de bactéries en fonction des caractéristiques génétiques qu'il a. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une puissance statistique pour étudier des phénomènes qui peuvent être assez rares. Donc les mutations, je vous disais, hein, c'est à peu près une mutation par bactérie sur 60 heures, donc dans toute sa lignée. C'est quand même quelque chose qui est visible à l'échelle humaine. C'est pour ça qu'on utilise notamment les bactéries comme système modèle pour faire des expériences d'évolution. Et c'est quand même des phénomènes rares. Il y a beaucoup de fluctuations. Donc, pour pouvoir mesurer des choses qui ont des belles distributions, on a besoin de ce qu'on appelle le high throughput et donc d'utiliser la technologie microfluidique. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'ai émuconné les gouttes avec une très faible quantité de bactéries. Non, attends, je vais mettre les... Donc, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un pic qui passe. Donc, ce pic est un marqueur du fait qu'il y a des bactéries qui poussent dans cette gouttelette. Là, on voit que les gouttelettes qui poussent. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. Voilà, là, on compte les gouttelettes avec les pics blancs. Et ensuite, sans les pics blancs, on regarde lesquels ont poussé. Donc là, on voit qu'au cours du temps, là, les gouttelettes passent devant le détecteur. Donc, c'est pour ça que ça avance. Et on voit notamment que, par exemple, c'est là, oui, elle a une bactérie qui a poussé dans sa gouttelette. Voilà, là-dessus, je pense que je vais m'arrêter pour laisser le temps un peu aux questions. Et puis, j'étais super contente de vous recevoir au laboratoire génétique de l'évolution. Si vous avez des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on est super ouverts. On reçoit des classes d'école assez régulièrement. Par exemple, on avait reçu une classe de primaire il y a 1 an ou 2 qui était ravis de voir des bactéries. On a fait de la chasse aux bactéries, etc. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maxime, pour vraiment ce voyage dans un petit monde de l'activité inconnu. En tout cas, je pense faire tenir beaucoup de temps. C'est fascinant. Donc, voilà, on invite les publics à commencer tout de suite à tapoter vos questions sur la chat pour suivre, pour répondre à chacune. Et tout entre-temps, je vois des questions. et en fait, je me demandais, justement, on commence avec un type de bactérie, on aurait l'impression, après une minute, combien ça peut changer et comment vous faites à recommencer votre expérience alors qu'on a l'impression que ça peut partir dans tous les sens. Exact. Et effectivement, ça part dans tous les sens. Mais le secret, et c'est quelque chose sur lequel on est drastique, c'est de toujours commencer avec le même type de bactéries. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le congélateur à -80, dans lequel, en fait, on peut congeler un échantillon de bactéries sans qu'elles meurent et utiliser ce stock de bactéries pour recommencer des expériences de manière à ce que ce soit des réplicas, donc pour qu'on puisse faire des mesures reproductives. Et c'est notamment une chose sur laquelle il faut faire hyper gaffe, c'est que si on veut faire des expériences de biologie avec des bactéries et qu'on s'amuse à se dire, bon, je prends mes bactéries, je les mets dans un tube, je les laisse se multiplier. Ok, bon, j'en ai besoin dans une semaine, c'est pas grave, je vais prendre celle du tube que j'ai utilisé la semaine dernière. Si on fait ça, en fait, on le voit en 48 heures, on commence à avoir des colonies qui ont des formes différentes, il y a des mutants. Donc il faut être hyper drastique quand on fait quand on étudie ce genre de système, des bactéries, à toujours partir du stock qui est congelé, dans lequel on a bien compris que c'était exactement ces bactéries-là et qu'il n'y avait déjà pas trop de mutants qui étaient mélangés. Sinon, les expériences ne vont pas être reproductibles, en fait. Il va y avoir de la variabilité qui sera introduite qui risque de ne pas être explicable. C'est vraiment beaucoup de méthodicité. Voilà une première question du public. Donc, est-ce que la forme des colons lors de la culture aura des effets, selon la forme, sur les propriétés des bactéries? Oui, exactement. Alors, la forme que je vous ai montrée, qui était un peu ridée, en fait, c'est un mutant qui produit beaucoup plus de matrices extracellulaires. Donc, cette matrice, ça lui sert à s'attacher à des surfaces, à se coller à ses copines, et notamment aussi à rester à la surface de l'eau, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et là, c'est une question pour les physiciens de matière molle. Des bactéries qui vont produire plus de polymères, donc là, en l'occurrence, ces produits de cellulose, vont avoir tendance à mieux se fixer à la surface du liquide, du tube que je vous ai montré dans l'incubateur. Et en fait, avoir accès à l'oxygène au niveau de la surface, c'est un grand avantage, parce que c'est des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc, en fait, les colonies qu'on voit se former de manière ridée
correspondent à des mutants qui ont été capables de coloniser l'interface OR du liquide. Et donc, ça leur a donné un avantage, ce qu'on dit phénotypique, un avantage de fitness pour pouvoir rester à cet endroit-là. Et voilà. Donc, ça, effectivement, c'est un réel important. D'ailleurs, il y a sûrement d'autres mutants qui apparaissent dans le petit tube, mais qui ne se fixent pas, en fait, qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas d'avantage par rapport aux autres pour coloniser la culture. Le fait qu'on voit ces colonies de formes différentes, ça veut dire que ça a vraiment eu un avantage pour elles d'être en mesure de former plus de polymères, et notamment cet avantage, on l'a expliqué dans les années 80, dans 1990, c'est qu'elles sont capables de mieux coloniser l'interface OR. Très bien. Je me demandais à quel type de fusion mésolique qui s'adapte à l'environnement, des changements d'environnement. Attends, j'ai pas entendu le début. Oui. Donc, tu nous as dit que ces évolutions s'adaptent à tout un tas de changements d'environnement. Je me demandais quel type de changement d'environnement on peut imaginer au-delà de ce que tu nous as montré, qui puisse produire des évolutions significatives. Mais c'est ça qui est incroyable. En fait, tout. Et en fait, bon alors, il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Et la réponse que je peux vous faire le plus simple, c'est on n'en sait rien. Déjà, il y a une diversité telle d'environnement que ce serait difficile à quantifier. La chose est que si on laisse se multiplier des bactéries, si on laisse se multiplier des organismes, il va y avoir de la variation. Pourquoi est-ce que cette variation est maintenue? En fait, c'est le cœur du processus darwinien, c'est le cœur d'être un organisme vivant, en fait, d'avoir de la variation, de l'héritage et d'être capable de se reproduire avec ces propriétés-là. Donc ça, une fois qu'on a ces trois propriétés-là, on est capable d'avoir un organisme qui vit, en fait. Donc, il y aura nécessairement des mutations, il y aura nécessairement des variations. Prédire quelle sera la variation qui va être prépondérante l'année d'après dans l'environnement qu'on a défini pour cette bactérie-là, on ne sait pas encore faire ça. C'est ça, il faut chercher. On a ce genre de prédiction, on aimerait bien savoir le faire, par exemple pour le virus de la grippe, où chaque année on estimait à peu près au doigt mouillé quelle sera la souche qui sera la prépondérante l'année d'après pour commencer à préparer les vaccins avant qu'on ait la méthode ARN de synthèse des vaccins. Pour les bactéries, c'est pareil, elles vont se transformer et en fait, il y a quand même des mécanismes qui contraignent l'évolution. Il y a des trajectoires possibles. Donc, par exemple, si je prends mon tube et que je refais l'expérience, je vais retrouver toujours ces colonies ridées. C'est-à-dire que l'évolution ne peut pas faire n'importe quoi. Mais par contre, savoir comment cette évolution est dirigée, là, il y a énormément de recherches à faire. Très bien. Alors, on a une autre question du public qui est donc si les bactéries sont volatiles, et alors pourquoi ils ne passent pas par les muqueuses des yeux ou les oreilles, par exemple? Oui, non, les bactéries. Alors, il faut différencier bactéries et virus. On parle beaucoup des virus qui sont transmis par aérosol, surtout en ce moment. Les bactéries aussi, alors elles ne volent pas, mais elles peuvent se faire transporter par tout ce qui vole. Donc, s'il y a une poussière avec du vent, vous pouvez avoir des bactéries. Dans la pluie, on a retrouvé des bactéries. Il y a même des bactéries qui sont responsables de la formation de neige, hein, Pseudomonas syringae, qui est utilisé d'ailleurs dans les stations de ski pour faire de la neige artificielle. Ça favorise la nucléation des flocons. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne puisse pas attraper des bactéries via les muqueuses parce qu'elles volent ou pas. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on est sur une terre de bactéries. On a autant de cellules humaines en nous que de bactéries. Et en fait, on est juste un gros amas, on est sur une grosse terre de bactéries. La plupart d'entre elles n'ont strictement rien à faire de nous. Donc, il y en a quelques-unes qui nous rendent malades, mais en réalité, c'est tellement peu sur la proportion qui existe que, pour elles, c'est négligeable. Et en vrai, elles vivent leur vie, elles s'en fichent complètement de l'humanité. Hein. Je vous ai montré dans le tube, il y a à peu près autant de bactéries que d'humains sur la Terre. Mais pas grand-chose pour elles. Et par ces mystérieuses voies de l'évolution, est-il possible de revenir à une forme précédente? Par exemple, si on change l'environnement et que plus tard on remet l'environnement initial, est-ce que ça peut, en quelque sorte, justifier qu'on revienne au modèle adapté Ouais, c'est une bonne question.
Oui, alors c'est possible de pouvoir faire un back and forth, un aller-retour sur l'évolution en fonction de l'environnement dans lequel on est. Ouais, c'est une très bonne question. Mais ça, c'est des questions super intéressantes. C'est vraiment des questions de chercheurs parce qu'en fait, ça pose la question, est-on capable de prédire l'évolution? Pour ça, il faut comprendre finement les mécanismes qui sont en jeu. Et il y a beaucoup de travail encore. Donc, on a deux nouvelles questions du public. Et donc, la première, est-ce que, voilà, peut-être réexpliquer comment on observe et qu'on différencie les phénotypes avec les images d'agrégats qu'on voit en microfluidique? Ouais. Bah, en fait, c'est un peu magique. Hein. Le fait que dans les années 90, on a observé des colonies ridées qui étaient dues à un phénotype, qui était un phénotype, donc phénotype colonie ridée, qui était dû à une mutation génétique, c'est un peu... le fait qu'on ait ces propriétés-là s'explique physiquement, mais le fait que ça marche aussi bien, c'est quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il fallait quand même regarder pas mal de boîtes de pétri et être attentif, avoir l'œil expert, de se dire cette colonie-là, elle est un peu plus ridée que les autres. Je vais aller regarder ce qui se passe là-dedans. Pour ce qui se passe dans l'agrégat acoustique, c'est vraiment une nouvelle technologie. On est en train de développer ça avec Jean-Luc Heider et Mauricio Oyo du PMMH à l'ESPCI. Personne n'a jamais fait léviter des bactéries. Donc, on ne sait pas quel phénotype va sortir. Et ça, c'est intéressant, du coup, parce qu'on est en pleine exploration. Ici, on a une question de quelqu'un qui est plus expert que moi, donc je la lis mot par mot. A-t-on déjà identifié les effecteurs membranaires impactés dans la réponse à la pression acoustique et a-t-on identifié les mutations moléculaires? La réponse est non, mais je serais ravi de le faire et que cette personne experte me dise qui elle est, parce que je serais super content de discuter avec elle. Voilà, donc on attend encore du public. Prenez votre courage, profitez de la présence de Maxime et de son nom unique. En plus, on a un beau soleil. J'en profite pour regarder si ma manip marche toujours bien. Là, j'ai mis très peu de bactéries dans les gouttes. Je voulais juste voir si les bactéries se multiplient différemment, si je mets peu de bactéries dans les gouttes ou si j'en mets beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose de commencer à plusieurs ou d'être tout seul chez les bactéries? Ça marche toujours bien. Ça marche pas trop mal. On n'attendait pas un résultat de la manip d'à côté? Non, parce qu'il faut laisser incuber 24 heures pour pouvoir voir s'il se passe quelque chose. Ouais. Du coup, si j'ai bien compris, en tout cas, vous avez du coup des collaborations aussi sur l'interprétation mécanique de ces formes qui peuvent émerger. Ouais. C'est aussi un domaine assez actif, c'est de la matière active, ouais. En quelque sorte. En matière molle, ouais. Il y a beaucoup la forme des colonies, et déjà, il y a un papier hyper récent, et qui date peut-être de l'année dernière, qui explique la forme des colonies macroscopiques. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une forme plus comme ça, ou enfin plus par exemple, si on prend des bactéries sphériques, donc des staphylocoques par exemple, ils vont avoir tendance à former des colonies plus pointues que des bactéries en bâtonnet. Et en fait, techniquement, c'est de l'arrangement de particules avec des formes différentes qui s'entassent et qui se multiplient les unes avec les autres. Ça va faire des formes macroscopiques, mais pourquoi est-ce que c'était plus comme ça que comme ça? C'est un e-life de l'année dernière, je crois, qui a pointé ça du doigt correctement. Il y a plein de... C'est des bactéries qui font qui produisent des polymères en même temps qu'elles se multiplient, donc ça change les propriétés viscoélastiques de la colonie. Pourquoi est-ce qu'il y a des rides qui apparaissent à cet endroit-là? Il y a même des gens qui ont vu qu'il y a les rides qui étaient formées à cet endroit-là parce que il y avait de la mort cellulaire au niveau, qui va initier la formation de rides, donc il y a quand même des mécanismes de régulation
à l'intérieur des colonies. Il y a beaucoup de choses. On a encore deux questions du public. Donc, déjà, on a vu les bactéries, donc, mais est-ce qu'on peut aussi cultiver des cellules, d'autres types de cellules? Oui, oui. On peut aussi très bien cultiver des cellules eucaryotes. On a aussi des algues, donc, qui sont des eucaryotes. Si vous me posez la question techniquement, pour le piège acoustique, c'est plus facile de cultiver des cellules parce que c'est plus gros, c'est 10 fois plus gros qu'une bactérie à peu près, donc c'est plus sensible aux forces de pression acoustique en fait. Alors il faut quand même... Bon, je ne vais pas répondre aux questions qu'on ne me pose pas, sinon on est parti... Mais oui, c'est possible de cultiver d'autres cellules et puis autrement avec des méthodes plus conventionnelles dans des boîtes de pétri ou dans des plaques multipues, on est capable de cultiver des tissus de cellules eucaryotes par exemple. Plein de possibilités de tissus. Ici, on a une multi-question. Wow. Donc, est-ce que vous avez essayé d'observer en 3D des agglomérats qui lévitent et comment s'organisent les bactéries dans la cavité? Et, troisième partie, est-ce qu'il se crée des gradients de densité dans les champs de l'onde? Ouais. Très bonne question. Alors, l'observation 3D, ce serait génial de faire ça. Pour faire ça, il faut un microscope confocal qui permet d'avoir une résolution en Z. Ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et techniquement, on n'a pas cet argent-là au laboratoire. Donc, on a déjà énormément d'équipements qui sont ultra perfectionnés et donc on a la vision 2D. On pourrait faire appel à notre environnement pour regarder les agrégats sur un confocal et avoir cette résolution en Z. Après, sur la structure interne de l'agrégat, je vous dis, je vous montre vraiment quelque chose de vraiment nouveau. Donc là, on a peu de recul sur ce qui se passe pour les bactéries dans l'agrégat. Alors, il y a quand même des travaux qui ont été faits, notamment dans l'équipe de Jean-Luc Haider et de Mauricio Hoyos. Mais ce qui se passe techniquement au centre de l'agrégat, quantifier les forces qui ont lieu, pas facile. Surtout que ce qu'il faut voir, c'est que les forces de pression ne sont pas microscopiques. Elles sont beaucoup plus grosses que les bactéries. La longueur d'onde est plus grosse qu'une bactérie. Donc en fait, l'agrégat n'est pas piégé par des forces qui poussent individuellement chaque bactérie. En fait, on est plus dans un contexte où les bactéries sont dans un bateau et il y a des grosses vagues autour qui vont venir les ramener au centre des deux vagues. Et en fait, elles ne peuvent pas remonter sur les bords parce qu'il y a des forces de pression mais assez grosses qui les ramènent au centre. Donc individuellement, elles ne vont pas vraiment sentir les forces de pression. C'est plutôt un effet global qui va ramener les bactéries au centre. Et ça, ce qui se passe à l'intérieur de l'agrégat, je ne saurais pas vous dire, pas encore. Est-ce que, du coup, on pourrait techniquement augmenter encore les fréquences pour aller les déranger dans leur plus petite proximité? Ouais, on pourrait rajouter d'autres fréquences, mais ce serait possible de voir. Après, la question, c'est est-ce que j'ai pas d'autres moyens plus simples pour aller les perturber? Et en l'occurrence, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir dans ces agrégats flottants, parce que c'est vraiment des agrégats qui pourraient être dérivés. En fait, c'est aussi une méthode pour les bactéries de coloniser des nouvelles surfaces. C'est de former des agrégats qui flottent et qui partent. Voir comment ces agrégats répondent à des molécules qu'on utilise en général pour les éradiquer. On doit choisir, on n'a pas tout le temps infini pour nos sujets d'études. Et en l'occurrence, je pense que je vais essayer d'investiguer plus ces directions que d'essayer de rajouter des ondes. Ceci dit, ça pourrait être aussi très intéressant de rajouter des ondes pour essayer de faire un piège encore plus fort ou pouvoir moduler davantage la force du piège. Donc là, je n'aurais pas besoin forcément de rajouter des fréquences plus hautes, mais peut-être rajouter plus de transducteurs. Donc, y a des vidéos sur YouTube où les gens s'amusent à faire léviter des billes de polystyrène avec plusieurs transducteurs et arrivent à vraiment avoir un piège qu'ils peuvent déplacer comme ça, tout en gardant leurs billes de polystyrène à l'endroit où ils l'ont localisé. Ce serait super d'avoir ça pour les bactéries.
longue route de nouvelles expériences à faire. Il y a du boulot. Ouais. Très bien. Ben, écoutez, voilà, je ne vois pas d'autres questions tout de suite, donc je pense qu'on va vraiment remercier tous Maxime Avec pour plaisir. cette conférence très intéressante. J'aimerais qu'il puisse entendre un applaudissement comme au beau temps d'une salle bien remplie, mais ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, on est heureux de vous avoir accueillis au laboratoire. Euh, et euh, on remercie surtout les fonds SPCI qui nous ont aidés dans le financement de ce type d'événement. On remercie l'équipe technique de Trace et de l'espace Pierre-Gilles Desgènes qui ont permis cette adaptation des formats qui, on espère, va être un peu plus dynamique que une petite conférence à partir de la maison. Et on espère surtout de vous retrouver en live assez bientôt. J'en profite pour annoncer la prochaine conférence qui ne va pas tarder. Ça va être les 7 juin. Donc, on aura Valérie Légué et Catherine Lem qui vont nous parler de la croissance des plantes. C'est plus macroscopique. Comment les plantes vont réagir à des stimules de gravité ou d'autres choses pour grandir. Donc, ça s'appelle Debout les plantes. On ne sait pas encore si ça pourrait être en présentiel, mais on l'espère vivement si tous les procédures actuelles avancent dans le sens qu'il faut. Et donc, on vous donne rendez-vous au 7 juin à 18h30 pour cette nouvelle conférence. Merci encore à tous. Merci. Merci.